The fact that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming, yes. Unbecoming. He was a sex offender. Yeah. C'était un matin gris d'octobre 2025 lorsque Londres s'éveilla devant un spectacle inimaginable. Devant le palais de Buckingham, les journalistes se tenaient côte à côte, leur souffle visible dans l'air froid, tandis que les lumières des caméras perçaient le brouillard. En quelques minutes, de grandes chaînes de télévision comme la BBC, Sky News et Reuters interrompirent leurs programmes habituels avec un titre unique et audacieux. Le palais de Kensington confirme que le prince William s'adressera à la nation au sujet du prince Andrew. Cette seule formulation provoqua une onde de choc en Grande-Bretagne. Pendant des années, le duc d'York s'était retiré dans son isolement et la famille royale avait gardé un silence discipliné. Mais ce matin-là, le silence était enfin rompu. Une atmosphère tendue régnait dans la salle de briefing du palais. Les journalistes chuchotaient dans leurs micros, tandis que les correspondants royaux ajustaient leurs écouteurs, attendant l'arrivée de l'héritier présomptif. À 23h30 précise, le prince William s'avança. Vêtu d'un costume bleu foncé, son expression était sérieuse et sa voix ferme. Aucune distraction, aucun euphémisme royal. Chaque mot était soigneusement pesé. Il commença par réaffirmer le devoir de la monarchie de servir avec honnêteté, transparence et intégrité, une phrase qui fit immédiatement la une des journaux. Puis vint la phrase qui marqua la fin d'une époque, le duc d'York n'exercera plus aucune fonction publique ou privée au nom de la couronne. Le silence se fit dans la salle. La gravité était indéniable. Le ton de William resta le même, mais la signification de ses paroles était indéniable. En quelques secondes, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les présentateurs de la BBC qualifièrent l'annonce de « sans précédent dans l'histoire royale moderne ». Le Guardian la qualifia de « moment constitutionnel déguisé en décision familiale ». Pendant ce temps, CNN et Reuters soulignèrent les répercussions de cette annonce sur d'autres monarchies à travers le monde, comment un futur roi avait publiquement rompu les liens avec son oncle pour protéger l'intégrité de l'institution. Pendant les semaines précédant ce jour, des rumeurs de divisions internes au palais circulaient. Les tabloïds spéculaient sur des rencontres nocturnes entre le roi Charles et son fils aîné, tandis que le Times rapportait qu'une ligne avait été tracée. Mais personne ne s'attendait à une déclaration officielle si tôt. Des sources proches du dossier ont révélé plus tard que la décision avait été prise après des semaines de consultation avec les hauts fonctionnaires et les conseillers juridiques, notamment suite à l'authenticité d'un courriel controversé liant le prince Andrew à Jeffrey Epstein, bien après que ce dernier eut affirmé avoir rompu les liens. La réaction du public fut immédiate et chargée d'émotion. Des manifestants se rassemblèrent devant les portes du palais brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La responsabilité prime sur l'aristocratie ». En moins d'une heure, le hashtag #EndOfAnEra était devenu viral sur les réseaux sociaux. Des sondages publiés le soir même par YouGov montraient que près des 3/4 des Britanniques soutenaient la décision de William, beaucoup la qualifiant de douloureuse mais nécessaire. D'autres, notamment les traditionalistes royaux, accusèrent l'héritier d'avoir trahi l'unité de sa famille. Mais le sentiment général était clair, la Grande-Bretagne avait changé, et la monarchie ne pouvait plus ignorer les attentes morales du public. Cette déclaration révélait également quelque chose de plus profond sur l'homme qui la défendait. William était depuis longtemps considéré comme le pont entre tradition et réforme, un prince conscient que la survie de la monarchie ne dépendait pas de sa grandeur, mais de sa crédibilité. Son attitude durant son discours était calme, mais visiblement empreinte d'émotion, notamment lorsqu'il déclara « On n'hérite pas du service à la couronne, on le mérite ». Cette phrase répétée sans cesse sur la BBC et ITV semblait résonner dans les salons du pays. Ce n'était pas une simple annonce, c'était un avertissement, même le sang royal n'échappait pas à la vigilance. À l'international, la réaction reflétait la prise de conscience britannique. Le New York Times l'a décrit comme un acte royal visant à limiter les dégâts au milieu d'une indignation mondiale. En France, Le Monde l'a qualifié de fin du silence royal. Même les radiodiffuseurs australiens et canadiens, où la loyauté envers la couronne avait décliné ces dernières années, ont reconnu dans le discours de William un acte de leadership déterminant. Ce qui a cependant frappé beaucoup, c'est le contraste saisissant entre le sang-froid de William et l'absence du roi Charles. Des sources proches du palais ont confirmé plus tard que Charles s'était délibérément retiré, permettant à son fils de faire face à ce que certains ont qualifié de « correction royale la plus douloureuse depuis des décennies ». Derrière cette annonce polie, une tempête faisait rage depuis des années. Après le décès de la reine Élisabeth II, la famille royale a dû faire face à une succession de défis allant des questions constitutionnelles dans les pays du Commonwealth aux critiques croissantes concernant le financement public. Mais rien n'avait autant mis à l'épreuve sa crédibilité que le scandale non résolu entourant le prince Andrew. Son amitié avec Epstein, son interview désastreuse à la BBC en 2019 et l'accord judiciaire qui s'en est suivi avaient laissé
de profondes cicatrices. L'approche antérieure du palais, le silence stratégique, ne fonctionnait plus à une époque où les archives numériques et les mouvements pour la transparence révélaient ce que l'histoire avait autrefois dissimulé. Dans les heures qui ont suivi, l'annonce de Guardian a publié une chronologie des événements ayant conduit à la décision. Selon leur enquête, le palais était sous pression croissante depuis le début de l'été, date à laquelle des experts indépendants en criminalistique numérique ont vérifié un échange de courriels entre Andrew et Epstein daté du 21 février 2011. Cette découverte a non seulement attiré l'attention sur les agissements d'Andrew, mais aussi sur la décision du palais de le protéger si longtemps. À l'automne, la confiance du public avait atteint un tel point que l'inaction menaçait de mettre à mal l'institution tout entière. Le discours de Guillaume n'était donc pas une simple réaction, mais un acte d'instinct de survie. Un futur roi faisant face à une erreur passée. En quelques minutes sur scène, il transforma un scandale en tournant. Ces derniers mots, notre devoir n'incombe pas à nous-mêmes, mais à ceux que nous servons, laissèrent une trace bien au-delà des murs du palais. Dans la soirée, la BBC annonçait que les armoiries d'Andrew avaient été retirées du site web royal et que son nom avait été rayé des prochaines listes de cérémonies. Même les fidèles photographes royaux avouaient n'avoir jamais vu la famille agir avec autant de détermination. C'était comme si la monarchie elle-même était entrée dans un nouveau chapitre où la transparence remplaçait la tradition et où le silence n'était plus synonyme de protection mais de culpabilité. Et lorsque les portes du palais se refermèrent ce soir-là, le ciel londonien resplendit sous les lampadaires. La vieille garde s'était tue et un nouvel ordre moral émergea discrètement. L'écho des paroles de Guillaume persistait dans l'air, rappelant que parfois les vérités les plus dures sont celles qu'on exprime en famille. Bien avant que le silence ne soit rompu ce matin d'octobre, la crise entourant le prince Andrew s'était lentement propagée au sein de la famille royale. Ce dont le public fut témoin en 2025 ne fut pas un effondrement brutal, mais le résultat inévitable d'années d'hésitation, de loyauté déplacée et de la lente érosion de l'autorité morale. Des sources bien informées décrivirent plus tard la tension comme une longue mèche brûlant sous le plancher du palais. La famille royale espérait que l'incendie s'éteindrait de lui-même. Au lieu de cela, il atteignit le trône. Lorsqu'Andrew s'est retiré de ses fonctions royales début 2020, la décision a été présentée comme temporaire. Pourtant, en coulisses, peu de gens y croyaient. Les courtisans parlaient d'un homme en plein déni, convaincu que le temps et la tradition finiraient par le ramener en grâce. On le voyait souvent à Windsor, participant à de petites réunions et renouant discrètement avec de vieilles connaissances qui ne l'avaient pas quitté. Mais l'opinion publique lui avait déjà fermé les portes. Chaque année qui passait ne faisait que renforcer la prise de conscience que la famille royale n'avait rien appris des scandales du passé. L'accession au trône du roi Charles III, en 222, marqua le début d'une ère nouvelle, riche en promesses de modernisation de la monarchie et de restauration de son prestige moral. Charles avait longtemps imaginé une maison royale réduite, axée sur le service plutôt que sur le spectacle. Pourtant même lui sous-estima l'influence persistante de la méfiance du public. Des sondages menés par The Guardian et YouGov en 223 révélèrent que plus des 2/3 des Britanniques estimaient que la présence continue d'André même en tant que roturier minait la crédibilité du roi. Les critiques de la monarchie, notamment parmi les jeunes générations, présentèrent en ce scandale comme la preuve de l'incapacité de l'institution à se responsabiliser. Le palais, conscient de ces changements de cap, tenta discrètement des réformes. Les activités publiques furent réduites et l'attention se porta sur William et Catherine, symboles de continuité. Pourtant, l'ombre d'Andrew planait. Son nom resta un sujet tabou lors des briefings officiels, mais la presse britannique refusa d'aller plus loin. Chaque fois que le nom de Jeffrey Epstein refit surface dans les médias américains, celui d'Andrew refit surface également. Le Washington Post publia des articles d'investigation détaillant les connexions financières transatlantiques liées au réseau d'Epstein, tandis que le Télégraphe soulignait comment de nouvelles preuves numériques pourraient raviver d'anciennes enquêtes. Chaque article donnait l'impression que l'étau se resserrait. Les divisions au sein de la famille royale s'accentuaient. Selon des sources citées par le Sunday Times, la reine Camilla avait exhorté le roi à prendre une décision définitive sur le statut d'André, l'avertissant que, plus cela tarderait, plus le coût pour la couronne serait élevé. Pourtant Charles, toujours en médiateur prudent, hésitait. Son lien avec André était profond, forgé par une loyauté juvénile et des décennies de fraternité. Il aurait dit à ses associés « C'est mon frère » avant qu'il ne devienne une nuisance. Ce sentiment, bien qu'humain, s'est avéré politiquement coûteux. Pendant ce temps, William adopta une approche radicalement différente. Après avoir été témoin des conséquences du conflit de sa mère avec la presse, il comprit que le silence ne restaurerait pas sa réputation. Là où Charles voyait la famille, William voyait l'héritage. À huis clos, lui et la princesse Anne formèrent une alliance improbable, une coalition générationnelle convaincue que la survie de la monarchie dépendait d'une action décisive.
Comme l'a déclaré plus tard un fonctionnaire du palais à Reuters, ils n'ont pas perçu cela comme une punition mais comme une opération nécessaire. On ne guérit pas une blessure qu'on refuse de guérir. Mi-2024, ce conflit interne s'était transformé en guerre froide au sein du palais. Les réunions étaient tendues, les déclarations soigneusement formulées et même la correspondance privée du roi auraient fait l'objet d'une enquête pour fuite. Une série d'humiliations publiques s'ensuivit des images sur les réseaux sociaux montraient Andrew participant à une soirée équestre privée en compagnie de personnalités controversées et des articles du Guardian affirmaient que le duc entretenait encore des liens d'affaires indirects avec l'un des anciens associés d'Epstein. Bien que le palais ait nié toute malversation, l'impact fut dévastateur. En août de la même année, BBC Panorama diffusait une émission spéciale intitulée « Le coup du silence », qui examinait comment le refus de la monarchie d'aborder publiquement le scandale, Andrew avait miné la confiance du public. L'émission proposait des entretiens avec des experts constitutionnels et d'anciens membres du personnel royal qui décrivaient une peur inavouée d'affronter des vérités dérangeantes. L'émission se concluait par une question qui a résonné dans toute la Grande-Bretagne. Une monarchie fondée sur le devoir peut-elle survivre lorsque le devoir se replie sur lui-même ? La réponse est arrivée 2 mois plus tard. Le palais de Kensington a lancé une enquête confidentielle sur les communications royales dans le cadre d'une initiative de transparence plus vaste menée par William. Ce qui avait commencé comme une vérification de routine allait bientôt révéler l'email 211, longtemps caché, celui qui allait finalement forcer la couronne à agir. Mais avant même cette découverte, les répercussions émotionnelles du scandale étaient évidentes. La santé du roi Charles, déjà sujette à caution, aurait souffert de cette tension. Des sources proches du palais ont rapporté que sa tension artérielle avait grimpé en flèche lors des réunions concernant les affaires d'Andrew. La frustration de Camilla était devenue visible, tandis que le ton de William devenait de plus en plus formel dans ses communications officielles, marquant un passage de la diplomatie familiale au leadership institutionnel. Le fossé entre père et fils n'était plus chuchoté, il était palpable. L'opinion publique a emboîté le pas. Les commentateurs de Channel 4 News ont affirmé que Guillaume représentait une réinitialisation générationnelle, privilégiant la transparence à la tradition. Les militants sociaux ont loué sa discrétion et sa détermination, tandis que les monarchistes craignaient qu'une telle ouverture ne mette à mal des siècles de mysticisme. Pourtant, Guillaume comprenait que le mysticisme sans confiance était vain. Le palais ne pouvait plus se cacher derrière des murs de marbre, les empreintes numériques exprimant la vérité plus haut que les courtisans ne le pourraient jamais. Au début de l'automne 2025, il était clair que la monarchie se trouvait à la croisée des chemins. Soit elle affrontait le passé, soit elle s'y consumait. La décision de la famille royale de confier la déclaration à William ce matin d'octobre était donc non seulement symbolique, mais aussi stratégique. Elle marquait le transfert de responsabilité morale d'une génération à l'autre. Derrière chaque phrase mesurée prononcée par Guillaume résidait le poids d'années passées à jongler entre loyauté et leadership. Son acte pouvait paraître soudain aux yeux du public, mais au palais, il était perçu comme l'aboutissement d'une longue et douloureuse épreuve. Une épreuve née non seulement du scandale, mais aussi dans les couloirs feutrés où le silence était pris pour de la dignité. Et alors que le soleil se couchait sur Windsor ce soir-là, ceux qui connaissaient toute l'histoire comprirent le plus grand test pour la monarchie n'était pas celui du sang ou du titre, mais celui de la conscience. Lorsqu'on écrira l'histoire de la monarchie au XXIe siècle, les historiens pourraient désigner un seul message, un courriel envoyé 14 ans plus tôt, comme le moment où la plus ancienne institution britannique a dû faire face à ses conséquences numériques. Ce fragment de données longs d'un paragraphe enfoui dans des archives de correspondance et des serveurs oubliés avait pourtant suffisamment de poids pour briser des années de silence. La découverte du courriel du prince Andrew de 2011 à Jeffrey Epstein n'était pas seulement un scandale, c'était une révélation qui a forcé la couronne à affronter une vérité qu'elle avait longtemps éludée. La chaîne d'événements a commencé de manière assez innocente avec un projet de modernisation lancé début 2025 sous la direction du prince William. Une partie de ce projet consistait à numériser les anciennes communications royales et à mettre à jour les protocoles de cybersécurité conformément aux normes mondiales de transparence. Le projet s'inspirait de programmes similaires mis en œuvre par des monarchies européennes, notamment le Danemark et les Pays-Bas, qui avaient commencé à publier des archives partielles pour restaurer la confiance du public. Lors de cet examen, un analyste judiciaire engagé par le Bureau royal des communications a découvert un ensemble de données signalées comme anormales. Il s'agissait initialement d'un doublon, une redondance technique datant du début des années 2010. Mais l'examen des métadonnées a révélé un message bien plus accablant. Il s'agissait d'un court courriel daté du 28 février 2011, envoyé depuis le compte du prince Andrew, lié au palais vers le domaine privé de Jeffrey Epstein. Le texte simple mais chargé disait « On est tous dans le même bateau, à bientôt ». Pour un œil non averti, les mots semblaient ambigus.
Mais le contexte changeait tout. La veille, les tabloïds du monde entier avaient refait surface la tristement célèbre photo d'Andrew avec Virginia Giuffre et Ghislaine Maxwell, une image qui hantait la famille royale depuis plus de 10 ans. Pendant des années, Andrew avait affirmé avoir rompu tout contact avec Epstein en 2011, après lui avoir rendu visite à New York pour mettre un terme à leur amitié. Cette déclaration a constitué le fondement de son interview accordée à BBC Newsnight en 2019, une tentative désastreuse de limiter les dégâts qui n'a fait qu'accroître l'indignation du public. L'email horodaté de 2011 a brisé cette défense. Il a prouvé que leur relation avait duré bien plus longtemps qu'Andrew ne l'avait publiquement admis, et ce à une époque où Epstein était déjà condamné pour agression sexuelle. Lorsque le Guardian a révélé l'information citant des sources anonymes proches de l'enquête du palais, la réaction a été immédiate. En quelques heures, BBC News a confirmé l'authenticité du courriel par l'intermédiaire de 2 laboratoires d'analyse indépendants qui ont tous 2 conclu que le message avait été envoyé via un serveur vérifié relié au gouvernement et utilisé par de hauts responsables de la famille royale. Reuters a par la suite rapporté que cette découverte avait provoqué une crise de crédibilité au cœur de la monarchie britannique. Le palais, sous une pression immense, n'a publié qu'une brève confirmation affirmant que la correspondance faisait l'objet d'une enquête et que des mesures appropriées seraient prises. Ce silence en disait long. De l'autre côté de l'Atlantique, les médias américains ont repris leur enquête sur le réseau d'Epstein. Le Washington Post et le New York Times ont examiné des témoignages archivés et des documents financiers établissant des liens anciens avec une urgence nouvelle. Il est rapidement devenu évident que l'email d'Andrew n'était pas seulement une relique embarrassante, mais la preuve potentielle d'un malentendu plus profond. La presse britannique a titré « Les fantômes numériques d'un duc déchu » et « L'email qui a brisé le silence ». Les réseaux sociaux ont déferlé sur les théories, les chronologies et les rediffusions de la tristement célèbre interview de Newsnight, réinterprétée ligne par ligne. Un air d'inéluctabilité et de perplexité régnait au palais de Buckingham. Des proches de l'équipe de communication royale ont plus tard confié au Times que tout le monde savait qu'une telle chose pouvait arriver, mais personne ne s'attendait à ce que cela se passe ainsi. Le roi Charles aurait convoqué une réunion d'urgence ce soir-là avec ses principaux conseillers, un conseiller juridique et William lui-même. Selon des sources proches, citées par ITV News, la première réaction du roi fut l'incrédulité, suivie de ce qu'un assistant a décrit comme une longue et paisible promenade dans le jardin de Clarence House. Il a saisi l'importance de cette découverte non seulement pour son frère, mais aussi pour l'autorité morale revendiquée par la monarchie. Le moment n'aurait pas pu être plus mal choisi. La Grande-Bretagne était déjà aux prises avec des tensions économiques, une montée du sentiment républicain et des débats sur le financement public de la monarchie. La révélation de la correspondance royale secrète avec Epstein a frappé au cœur une institution fondée sur la confiance et la décence. Les commentateurs l'ont comparé à l'Annus Horribilis de 1992 lorsque divorce et scandales royaux avaient secoué la maison de Windsor. Mais cette fois, comme l'a déclaré un historien de la BBC, c'était différent, c'était numérique vérifiable et indéniable. Les implications dépassaient les murs du palais. Les parlementaires ont exigé des éclaircissements. La députée travailliste Harriet Collins a réclamé une déclaration officielle de la Maison royale confirmant qu'aucune preuve n'avait été délibérément supprimée. Parallèlement, les experts constitutionnels se sont demandé si de telles conclusions pouvaient justifier une enquête plus approfondie sur l'immunité royale dans les affaires civiles. Si la monarchie est légalement protégée, l'apparence de secret était devenue intenable. Le rôle de Willem dans la gestion de la crise devint de plus en plus évident. En tant que futur roi, il comprit que cette découverte risquait de détruire ou de redéfinir la crédibilité de l'institution. En privé, il exigea la pleine coopération d'analystes indépendants et ordonna aux responsables du palais de rendre publiques les conclusions vérifiées sans délai ni distorsion. Le Guardian confirma plus tard que cette directive de transparence émanait directement du cabinet de Willem et non du roi. Un moment discret mais déterminant qui révéla où se situait désormais le leadership moral. Pour Andrew, la révélation du courriel a été le coup de grâce. Ses proches l'ont décrit comme un homme brisé mais résilient. Il aurait prétendu que le courriel avait été sorti de son contexte et qu'il s'agissait d'une note innocente concernant des réunions sociales. Mais son équipe de défense n'a pas réussi à susciter la moindre compassion. Même ses filles, les princesses Béatrice et Eugénie, ont évité toute apparition publique dans les semaines qui ont suivi la révélation. Aux yeux du public, la chute du duc symbolisait quelque chose de plus vaste, le conflit entre tradition et responsabilité dans un monde hyper transparent. Comme le notaient des économistes, à l'ère du numérique, la monarchie ne peut plus gérer son image. La vérité le fera à sa place. Ce qui pouvait autrefois être géré par le silence est désormais dévoilé par les serveurs, les horodatages et les journaux de données. L'email était plus qu'une preuve, c'était une métaphore.
Il symbolisait la fin d'une époque où le privilège protégeait les puissants de la critique. Pendant des siècles, les transgressions royales étaient dissimulées derrière les murs du palais dont les détails avaient été atténués par l'histoire. Mais en 2025, un message archivé prouva que les murs eux-mêmes avaient des yeux. Et ainsi, avec un seul écho numérique, l'illusion de la grâce intouchable de la couronne fut brisée. Et le règlement de compte commença. Avant que le scandale ne le ronge, le prince Andrew incarnait autrefois la bravoure royale. Pendant des décennies, son histoire a été racontée comme celle d'un prince qui avait risqué sa vie à la guerre et porté la bannière de sa mère au combat. Au début de la monarchie moderne, il était perçu comme un pont entre le passé et le présent, le beau jeune homme qui humanisait la couronne. Mais en 2025, ce nom même était devenu synonyme d'infamie. La transformation ne fut pas soudaine. Il s'agissait d'un lent déclin de sa réputation, un déclin qui reflétait l'évolution des attentes morales britanniques et le déclin de la tolérance mondiale envers les privilèges sans obligation de rendre des comptes. Dans les années 1980, Andrew brillait de mille feux. Pilote d'hélicoptère de la Royal Navy pendant la guerre des Malouines, il effectua des missions de combat qui lui valut l'admiration du public et un respect rare, même parmi les sceptiques de la monarchie. Les tabloïds le surnommèrent « Action Andrew », le fils courageux de la reine qui prouva que le sang bleu pouvait couler pour son pays. Les images de son retour à bord du HMS Invincible après ses missions firent partie intégrante de la légende britannique en temps de guerre. Les vétérans se souviennent encore de lui comme d'un homme intrépide, arrogant et étrangement attachant. Un membre de la famille royale qui portait son propre équipement et plaisantait avec les marins sous le pont. À cette époque, Andrew représentait ce dont la Grande-Bretagne avait désespérément besoin, un rappel que l'honneur pouvait encore coexister avec le privilège. Mais l'honneur s'estompe souvent lorsqu'il est laissé à l'abandon. À la fin de la guerre et à son entrée dans la vie publique, Andrew devint rapidement une célébrité de la jet-set fréquentant les rassemblements d'élite, les retraites luxueuses et les collectes de fonds de la haute société. Son mariage avec Sarah Ferguson en 1986 marqua l'apogée du glamour royal diffusé auprès de millions de personnes qui célébrèrent l'arrivée d'un jeune couple moderne. Mais derrière les photos et les saluts du balcon se cachait une tendance croissante à l'insouciance. Des sources bien informées décrivirent plus tard Andrew comme un homme charmant mais insouciant, un homme qui aimait attirer l'attention mais peinait à se maîtriser. À la fin des années 1990, son rôle de représentant spécial pour le commerce international et l'investissement lui a donné un accès privilégié au monde des affaires. Il est entré en contact avec des oligarques, des magnats et des financiers, dont beaucoup allaient plus tard faire l'objet d'enquêtes judiciaires. Le Financial Times a noté que la définition de la diplomatie selon Andrew semblait se fondre dans ses réseaux personnels. Avant même que le nom d'Epstein ne soit évoqué, des questions de conflit d'intérêts circulaient déjà à son sujet. Des rumeurs circulaient sur des accords conclus en marge de visites et de dîners d'État où fonctions publiques et intérêts personnels se mêlaient. La frontière entre services et intérêts personnels devenait dangereusement ténue. Lorsque Jeffrey Epstein entra dans l'entourage d'Andrew à la fin des années 1990, introduit par Ghislaine Maxwell, le lien semblait initialement innocent. Epstein était riche, influent et philanthrope, du moins en avait-il l'air. Pour un prince habitué à la haute société, il n'était qu'un nom dans un carnet d'adresses bien rempli. Mais comme le monde allait l'apprendre plus tard, la fortune d'Epstein reposait sur l'exploitation et son charisme masquait la cruauté. Leur amitié, qui perdura même après l'arrestation d'Epstein en 2006 pour agression sexuelle sur mineurs, révéla le point faible fatal d'Andrew, la conviction que son immunité royale s'étendait au-delà de celle de quiconque. La tristement célèbre photo de 2010 montrant Andrew et Epstein marchant ensemble dans Central Park à New York devint le symbole de cette arrogance. Le public britannique fut stupéfait à l'époque. Epstein venait de sortir de prison et la présence d'Andrew à ses côtés ressemblait moins à de la compassion qu'à de la complicité. Même les royalistes les plus fidèles trouvèrent cette image indéfendable. Un moment d'erreur de jugement, la qualifia le palais. Mais l'image ne s'est jamais effacée. Elle devint le symbole de la façon dont le manque de jugement d'un seul homme pouvait ternir une institution entière. Lorsque l'interview de BBC Newsnight fut diffusée en 2019, les dommages devinrent permanents. Andrew tenta de se défendre auprès de la journaliste Emily Metlis avec un mélange de déni et de détachement. Son affirmation selon laquelle il n'avait aucun souvenir de sa rencontre avec Virginia Giuffre et sa déclaration désormais tristement célèbre, selon laquelle il ne pouvait pas transpirer, furent relayées en boucle sur les réseaux internationaux. Le Guardian décrivit l'interview comme un désastre royal au ralenti. CNN alla plus loin, la qualifiant de pire coup de pub de l'histoire moderne. Quelques jours plus tard, ses associations caritatives lui retirèrent leur soutien, ses titres militaires lui furent retirés et le palais de Buckingham annonça son retrait de la fonction publique.
Les années qui suivirent furent une lente descente vers l'isolement. Dépouillé de ses fonctions officielles, Andrew se retira à la loge royale de Windsor, où il ne fut plus que l'ombre de lui-même. On l'apercevait parfois à cheval ou lors de paisibles offices religieux, et il semblait partagé entre le déni et la résignation. Ses proches disaient qu'il croyait encore que son honneur lui serait rendu. Mais le temps, comme la vérité, est impitoyable envers ceux qui attendent. Puis en 2024, un autre coup dur survint. Virginia Giuffre, la femme dont les accusations avaient causé sa chute, fut retrouvée morte, ce que la police qualifia de suicide apparent. La nouvelle provoqua un profond silence outre-Atlantique, comme au palais. La réaction du public fut intense. Pour beaucoup, sa mort symbolisait le coût humain des déséquilibres de pouvoir trop longtemps ignorés. Elle raviva le débat moral sur la responsabilité non seulement pour Andrew, mais pour toute une classe d'intouchables qui s'étaient protégés par leur richesse et leur influence. L'éditorial de The Independent affirmait que sa mort aurait dû clore l'affaire, mais qu'elle avait rendu le silence insupportable. Lorsque le 21e courriel a fait surface en 2025, la réputation d'Andrew avait été irrémédiablement entachée. Cette révélation a non seulement contredit ses propos, mais a aussi anéanti les derniers vestiges de crédibilité qui lui restaient. Des observateurs internationaux, du Spiegel en Allemagne, au Monde en France, ont décrit cet événement comme le moment où la monarchie a pris conscience de sa vérité numérique. Il ne s'agissait plus seulement d'un scandale familial, mais d'un tournant historique. Même parmi ceux qui l'admiraient autrefois, la sympathie avait disparu. Les organisations d'anciens combattants britanniques ont discrètement rayé son nom de leur palmarès. Les œuvres caritatives fondées sous son patronage ont présenté des excuses officielles à leurs doteurs puis à leurs donateurs. Un homme autrefois salué comme un héros national était désormais une honte nationale. La transformation était totale. Et pourtant, dans les recoins tranquilles de Windsor, des rumeurs de tragédie continuaient de circuler. Certains voyaient en Andrew non pas un méchant, mais un homme succombant à l'arrogance et à l'aveuglement, vestige d'une culture royale qui confondait protection et complaisance. D'autres le voyaient comme la victime inévitable d'une époque qui exigeait la vérité avant tout. Quelle que soit la version à laquelle on adhère, une chose est sûre, la chute du duc d'York a détruit bien plus qu'une carrière. Elle a forcé la Grande-Bretagne à affronter la réalité dérangeante. Même ceux qui sont nés pour gouverner devront un jour répondre devant le même tribunal moral que tout le monde. Les conséquences de cette révélation furent sans précédent pour la famille royale dans l'histoire moderne. Ce qui avait été murmuré à huis clos se dévoilait désormais sous les yeux de l'observateur, et le palais bastion du protocole et de la retenue se retrouva soudain en crise. Dans les couloirs dorés de Buckingham Palace et les bureaux modernes de Kensington Palace, les conseillers agissaient avec une urgence qui trahissait des années de tensions accumulées. Ce qui n'était autrefois qu'une affaire interne était devenu un enjeu national. L'institution qui se targuait de sa continuité était contrainte d'affronter une vérité que la continuité seule ne pouvait préserver. Le prince William était au cœur de cette tempête, non seulement en tant qu'héritier présomptif, mais aussi en tant que guide moral d'une monarchie chancelante. Sa décision de rendre l'annonce publique était plus qu'administrative, c'était une décision profondément personnelle. Les proches du palais ont décrit les semaines précédant le discours comme émotionnellement brutal. La santé du roi était fragile, ses apparitions publiques soigneusement limitées, et la pression du scandale pesait visiblement sur lui. Pendant ce temps, William, de plus en plus conscient de sa responsabilité générationnelle, était devenu de facto le maître de l'image royale. Ce que beaucoup ignoraient, c'est que ce discours avait failli être reporté à 2 reprises. C'est William qui a insisté sur le fait que ce report ne ferait qu'accroître la méfiance. La reine Camilla, toujours pragmatique, aurait soutenu la position de William dès le départ. Son approche était façonnée par des décennies de scepticisme public. Elle savait qu'une fois le vent tourné, aucune cérémonie ne pourrait l'enrayer. Déchirer le pansement, aurait-elle dit à un conseiller de haut rang selon le Times. La reine comprenait que sa survie en 2025 dépendait moins du respect que de la détermination. Mais sa détermination n'était pas partagée par tous. Au sein du palais, la famille était divisée entre ceux qui pensaient qu'Andrew, bien que déshonoré, méritait compassion, et ceux qui voyaient sa présence persistante comme une menace existentielle. Le roi Charles, déchiré entre son devoir de souverain et sa loyauté fraternelle, aurait été visiblement vieilli par cette épreuve. Le Daily Telegraph rapportait que le roi avait passé de longues soirées à Clarence House, écrivant et réécrivant des lettres à Andrew qu'il n'avait jamais envoyées. Il pleurait son frère comme s'il était déjà parti, confia un courtisan. Mais le chagrin dans ce cas précis dut céder le pas à la gouvernance. Lorsque le courriel 211 fut irréfutablement confirmé, même Charles ne put plus plaider la retenue. S'ensuivit une réunion de famille décrite par des sources royales comme la plus froide depuis des décennies. Guillaume parla fermement, prônant une séparation définitive. Anne, convaincue depuis longtemps que le devoir devait primer sur l'émotion, acquiesça calmement. Camilla acquiesça. Charles, après un long silence, dit simplement « Alors il faut le faire ».
Les jours suivants furent rythmés par une chorégraphie minutieuse. Les avocats rédigèrent les déclarations, les équipes de communication coordonnèrent le calendrier avec les médias et la sécurité royale modifia discrètement les privilèges d'Andrew, des modalités de voyage aux accès cérémoniels. Ses armoiries furent retirées quelques heures après l'annonce de la circulaire de la cour et le personnel royal reçut pour instruction de s'adresser à lui uniquement par le duc d'York et non plus par son Altesse royale. Ce retrait était plus que symbolique. Il s'agissait d'une intervention chirurgicale comme si l'institution amputa un membre pour sauver le corps. Pendant ce temps, l'opinion publique se durcissait. Les sondages YouGov, réalisés la semaine suivant l'annonce, affichaient un soutien massif de 78% à la décision de William, soit le plus haut niveau de soutien à une action royale depuis les funérailles de la reine Élisabeth II. Les éditoriaux des journaux britanniques félicitaient l'héritier pour avoir placé la moralité avant le sang. Le Guardian le décrivait comme le premier gestionnaire de crise de la monarchie à l'ère numérique. Même le Spectateur, souvent critique envers la transparence du palais, concédait que la clarté de William avait sauvé la couronne d'une nouvelle érosion. Pourtant, au milieu de tous ces éloges, une tristesse persistait, la reconnaissance d'une famille irrémédiablement brisée. Les princesses, Béatrice et Eugénie, farouchement fidèles à leur père, se seraient retirées des rassemblements publics invoquant la vie privée familiale. On les a vus quitter Windsor Lodge en larmes le matin du discours de William. Dans les semaines qui ont suivi, les deux femmes ont publié sur les réseaux sociaux des messages laissant entrevoir une résistance silencieuse de subtiles allusions à l'amour inconditionnel et à l'unité familiale dans la vérité. Ces messages ont suscité des réactions mitigées, sympathie des partisans de la famille royale, mépris des critiques. Pour le public, l'histoire avait dépassé le stade de la sympathie. Restait la question de la responsabilité. À l'intérieur du palais, cependant, la charge émotionnelle persistait. Le personnel décrivait une atmosphère tendue et feutrée. Le silence de ceux qui viennent de voir l'histoire se réécrire. Le roi Charles conservait ses habitudes, mais sa santé continuait de l'inquiéter. Camilla devint son bouclier le plus proche, gérant agenda et apparitions avec une précision protectrice. Pendant ce temps, Guillaume s'imposait comme le représentant de la clarté morale de la monarchie. En privé, il devenait pensif, voire triste. Il comprenait que chaque pas en avant se faisait au détriment de quelque chose de sacré, l'illusion que la couronne était au-dessus de la fragilité humaine. Hors de Grande-Bretagne, les réactions reflétaient le même clivage entre révérence et prise de conscience. En Australie, où les mouvements républicains gagnaient en popularité, les commentateurs politiques ont décrit cet événement comme la preuve que la monarchie peut évoluer ou périr en essayant. Les radiodiffuseurs canadiens ont salué la détermination de William, mais ont noté que les jeunes téléspectateurs percevaient la monarchie comme une institution patrimoniale cherchant à rendre des comptes. Même aux États-Unis, les rédacteurs en chef du New York Times ont observé que le prince William a peut-être fait ce qu'aucun homme politique n'a fait, demander des comptes au pouvoir sans le démanteler. Mais entre les hauts murs de Windsor, le triomphe sonnait creux. Ceux qui virent Andrew traverser seul le grand parc dans les semaines qui suivirent décrivirent un homme méconnaissable, silencieux, renfermé, mais obstiné et impénitent. Sa demeure, autrefois théâtre de garden parties animées, était désormais silencieuse. Aucune voiture royale n'arrivait, aucun invité, aucun appareil photo. Seul résidait le calme d'une vie réduite à l'état de souvenir. Pour Guillaume, le poids de la décision passa inaperçu. Alors qu'il retournait à ses fonctions publiques aux côtés de Catherine, chaque poignée de main, chaque discours portait le poids invisible de son acte. Mais c'était peut-être précisément son intention. La monarchie, longtemps soutenue par son image, apprit à survivre par sa conscience. Ce qui avait commencé comme un scandale s'était transformé en quelque chose de plus profond, une transformation intérieure douloureuse mais nécessaire. Comme l'écrivait The Economist quelques jours plus tard, la monarchie n'est pas tombée à cause du prince Andrew, elle a été forcée de se développer à cause de lui. Et dans le palais où l'écho du devoir et l'ombre de la famille se rencontrent, une vérité demeure claire, parfois on ne peut préserver un héritage que si on le détruit d'abord. Lorsque l'écho des paroles de William s'éteignit enfin dans les salles de marbre du palais, il ne subsista plus aucun soulagement, seulement la réflexion. La Grande-Bretagne avait assisté à un moment où la frontière entre monarchie et gouvernement moderne s'estompait. Un rare exemple où la responsabilité l'emportait sur la lignée. Mais dans les semaines et les mois qui suivirent, il devint évident que ce n'était pas seulement la conclusion du scandale du prince Andrew. C'était l'aube d'une ère nouvelle, une ère où la couronne britannique elle-même allait devoir redéfinir ce que signifiait survivre au XXIe siècle. Pendant des siècles, la monarchie avait enduré guerre, divorce, assassinat et révolution. Elle avait résisté à l'essor et à la chute des empires, aux bouleversements industriels et même à la surveillance de la presse internationale. Mais la transparence numérique, cette démocratie invisible des données, représentait une menace d'un autre ordre.
Elle rendait le secret impossible et la tradition vulnérable. Comme le notait The Guardian, la couronne n'a pas été renversée par des rebelles ou des républicains mais par ses propres serveurs. Ce que le pouvoir discrétionnaire royal protégeait autrefois avait été détruit par les métadonnées et la criminalistique numérique. Dans la Nouvelle-Grande-Bretagne, la vérité se répandait plus vite que la loyauté. Suite au scandale, la monarchie lança ce que les responsables du palais baptisèrent discrètement Opération Renouveau. Menée par Guillaume et soutenue par une poignée de jeunes conseillers, cette initiative visait à restaurer la confiance du public grâce à une transparence sans précédent. La transparence financière fut élargie, les listes de mécénat royal simplifiées et une nouvelle archive numérique fut lancée pour donner aux citoyens un accès direct aux dépenses caritatives royales. Ces changements subtils, voire bureaucratiques, symbolisaient un fait profond, la reconnaissance que l'autorité morale ne pouvait plus exister sans responsabilité publique. La santé du roi, bien que toujours préoccupante, se stabilisa durant cette période. Ses proches notèrent que Charles était devenu plus genré et plus discret, comme s'il acceptait que son règne serve de pont plutôt que d'héritage. Il déléguait souvent des décisions importantes à Guillaume, marquant ainsi un transfert de pouvoir tacite. Camilla, pragmatique comme toujours, veilla à ce que la famille reste concentrée sur le service plutôt que sur le scandale. Pourtant même, elle avoua à ses confidents que la confiance brisée par la chute d'André ne pourra jamais être pleinement restaurée. Elle doit l'être. Au-delà des portes du palais, la Grande-Bretagne elle-même se transformait. Le climat politique était polarisé et les débats entre monarchie et républicanisme refirent en surface au Parlement. The Independent publia en première page un éditorial intitulé « Une couronne de responsabilité », affirmant que le courage moral de Guillaume avait peut-être permis à l'institution de gagner une nouvelle génération, mais une seule. En Écosse et en Australie, le sentiment républicain refit surface, les dirigeants se demandant si les liens avec la royauté reflétaient encore les valeurs modernes. Pourtant, les sondages d'opinion au Royaume-Uni révélèrent une réalité plus nuancée. Si moins de jeunes Britanniques se sentaient émotionnellement et émotionnellement attachés à la monarchie, beaucoup respectaient la clarté éthique dont Guillaume avait fait preuve. À une époque de cynisme politique, l'action morale même douloureuse avait ravivé le sentiment de confiance. À l'échelle internationale, la position de William suscita une admiration discrète. Les monarchies européennes aux prises avec leurs propres problèmes de transparence commencèrent à citer le modèle Windsor de réforme morale. En Espagne, les commentateurs de RTVE établirent un parallèle entre la position ferme du prince William et la décision prise quelques années plus tôt par le roi Philippe de prendre ses distances avec le trône d'Espagne en raison des scandales impliquant son père Juan Carlos. Dans cette génération, écrivait El País, la famille royale ne vit pas de droit divin mais de conscience humaine. Pourtant, ce changement n'a pas été perçu comme un progrès par tous en Grande-Bretagne. Les traditionalistes accusaient Guillaume de sacrifier trop facilement la cellule familiale à l'approbation du public. Selon le Daily Mail, certains hauts fonctionnaires de la cour déploraient la perte de la mystique royale et affirmaient que l'ouverture ternissait l'aura sacrée de la monarchie. La jeune génération façonnée par les réseaux sociaux, l'activisme numérique et le pragmatisme moral voyait les choses différemment. Pour elle, le choix de Guillaume reflétait un leadership à l'image de leur monde imparfait, transparent et responsable. Catherine, princesse de Galles, s'est discrètement imposée comme le pendant moral des réformes de son époux. Sa présence sereine et son engagement en faveur de la santé mentale et de la protection de l'enfance ont apporté un équilibre humain à la nouvelle image de la couronne. Ensemble, le couple représentait non pas la royauté au-dessus du peuple, mais le leadership en dessous. Leur approche reflétait l'héritage de Diana, l'idée que la compassion et non les cérémonies était la force la plus durable de la couronne. Ce changement était même perceptible dans la façon dont la communication royale a évolué, moins de communiqués de presse officiels, un engagement plus direct avec la communauté et une reconnaissance publique d'erreurs autrefois impensables sous les règnes précédents. Mais au milieu des réformes et de la réflexion, une question planait. Telle une ombre sur les pelouses de Windsor, la monarchie pouvait-elle véritablement évoluer sans se perdre ? La réponse résidait peut-être dans la détermination tranquille de Guillaume. Il comprenait que la survie dépendait de l'équilibre, préserver la tradition et embrasser la vérité. « La monarchie ne disparaîtra pas », déclara un historien royal à BBC News, mais son sens changera. À une époque où l'autorité était largement remise en question, la décision de Guillaume avait transformé la couronne en une institution plus proche de la morale que de l'hérédité. Pour le prince Andrew, l'histoire se termina dans le silence. Dépouillé de ses devoirs et de son honneur, il se retira complètement dans sa vie privée. On le voyait parfois se promener seul près du grand parc de Windsor, parfois avec ses chiens, parfois sans. Il ne parlait plus guère en public. Ceux qui le rencontraient le décrivaient comme un homme résigné mais sans remords. Son isolement devint à la fois une punition et une protection.
le dernier chapitre d'une saga qui força toute une nation à se replier sur elle-même. Au printemps 2026, la Grande-Bretagne adopta un nouvel ordre royal. Guillaume et Catherine dirigèrent des rassemblements du Commonwealth axés sur la résilience climatique et le leadership des jeunes. Le roi Charles apparut moins fréquemment, même si ses messages diffusés depuis Windsor mettaient l'accent sur l'unité et la persévérance. Lentement, l'image de la monarchie commença à se redresser. La confiance n'était pas totalement rétablie, mais elle se reconstruisait petit à petit non par la grandeur, mais par l'humilité. Le scandale. Andrew allait laisser une cicatrice à jamais, mais aussi une leçon. Il transforma la monarchie relique de droit divin en une institution vivante définie par la conscience. L'opinion publique britannique, lasse mais vigilante, semblait prête à lui donner une nouvelle chance. C'est peut-être ce que la monarchie doit devenir en ce siècle, concluait le Times. Ni parfaite, ni intouchable, mais responsable, et donc humaine. Ainsi, dans la longue histoire de la famille royale britannique, l'année 225 restera dans les mémoires non seulement comme la chute d'un duc, mais aussi comme le moment où un futur roi a choisi la vérité, plutôt que le silence redéfinissant ainsi le sens de la couronne pour ceux qui y croient encore.